On vous propose maintenant d'enchaîner et on remercie d'ailleurs l'ARS pour l'intervention à venir. Donc Marie-Hélène Caillé, la directrice déléguée en charge du pilotage de l'efficience médico-sociale au sein de la direction d'autonomie de l'ARS. Je ne me suis pas trompée, c'est ça? C'est tout à fait ça. Merci. Va nous présenter le dispositif d'évaluation vu par l'agence. Merci. Merci à vous et ravie, Agnès Gerbeau, directrice de l'autonomie, et moi-même, nous sommes ravis d'être avec vous cet après-midi autour du sujet de l'évaluation. Donc, un certain nombre, vous verrez dans ma présentation, un certain nombre d'éléments ont déjà été présentés par Madame Grimaldi et Madame Guiton, mais voilà, ce sera l'occasion aussi d'une certaine redite et peut-être d'une vision complémentaire. Donc, les enjeux de la réforme des évaluations, ça a été dit, c'est essentiellement autour de l'usager. À la fois parce qu'il va être acteur de l'évaluation, il va y participer avec toutes les questions que ça a pu engendrer d'ailleurs en termes de capacité à participer en fait à cette évaluation. Donc, nous avons été rassurés puisque cet usager peut être accompagné lors de l'évaluation. Donc, il est à la fois cet acteur, mais il est aussi en fait le récepteur, dans le sens où la finalité de l'évaluation, évidemment, c'est la qualité, l'amélioration, la qualité de l'accompagnement de cet usager. Au-delà de ce prisme usager, on a aussi, on le voit bien autour de cette évaluation, de cette réforme des évaluations, un renforcement, une confirmation en fait de sa capacité à agir, de sa capacité à choisir, en fonction évidemment de son profil, entre guillemets, et des limites que ça peut donner, puisque ça a été une fois encore exprimé pendant nos échanges questions-réponses. Mais en tout cas, on retrouve un lien fort avec le concept d'autodétermination. Donc, je ne vais pas vous lire la définition, vous l'avez devant l'écran, mais ça démontre une fois encore cette capacité d'agir, cette capacité à lui reconnaître justement des pouvoirs d'autonomie, des pouvoirs d'autorégulation et d'autoréalisation. De la même façon, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, le rôle du Conseil de la vie sociale. Récemment, donc en 2022, la composition et le rôle et les missions du CVS ont évolué, ont été élargis et intègrent justement cette dimension évaluation, puisque, on l'a vu au travers de la présentation là aussi, le CVS est entendu lors de l'évaluation, donc ont été cités notamment sur des questions de fonctionnement, d'organisation et d'information, de circulation de l'information au sein de l'établissement ou du service qui fait l'objet de cette évaluation. Donc, il est entendu lors de l'évaluation, il est informé des résultats de ces évaluations. Et chose, j'ai envie de dire, encore plus intéressante, c'est qu'en fait, il est associé aux mesures correctives éventuelles qui seront nécessaires et qui feront suite à ces évaluations. La diapositive suivante, merci. Donc ça, c'était la première porte d'entrée, entre guillemets, de ce dispositif évaluation. Ensuite, nous avons une analyse, et on le voit, enfin pas une analyse, une ouverture sous le prisme du professionnel, d'une part, et de l'établissement et du service social et médico-social, d'autre part. Ça a été dit également, ça permet en fait de renforcer la dynamique de qualité dans les établissements et les services, dans un cadre qui, en réalité, est plus global. Il faut considérer que l'évaluation est un outil parmi d'autres. Et tout à l'heure, je vous ferai une présentation sur les articulations possibles avec d'autres dispositifs, mais c'est dans un cadre qui est plus global, dans ce cadre plus global en termes d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques. C'est également la promotion d'une démarche porteuse de sens, et pour les établissements et les services, et pour les professionnels, et ça renvoie à la réflexion éthique des professionnels. Ça a été cité tout à l'heure aussi par la HAS. Cette réflexion éthique, on le voit bien, ça fait partie des 4 grandes valeurs des enjeux de la réforme de l'évaluation. Ça renvoie en fait cette réflexion éthique autour du positionnement des professionnels au sein des structures, et ça permet d'être garant des droits, de l'expression des besoins et de la participation de la personne, comme je l'ai présenté juste à l'instant. Et enfin, ça permet aussi, sans les juger,
de réinterroger en fait les pratiques professionnelles et toujours dans ce cadre d'amélioration continue de ces pratiques. Enfin, ça peut être considéré, comme un outil de management interne et d'amélioration des pratiques dans le cadre des recommandations des bonnes pratiques professionnelles, où là, vous voyez un certain nombre de références qui pourront vous être utiles. La méthode, une fois présenté ou rappelé ces enjeux, la méthode de la programmation des évaluations. Donc, Mme Grimaldi a dit, hein, le cadre juridique, et vous le savez, c'est le décret du 12 novembre 2021 qui a fait l'objet d'un décret modificatif en avril 2022. Nous sommes sur une programmation pluriannuelle, donc là, premier exercice jusqu'en 2027, puisque désormais, c'est sur une durée de 5 ans, et des résultats de l'évaluation qui sont pris en compte pour le renouvellement de l'autorisation au plus tard 2 ans avant son renouvellement. C'est une programmation en lien avec les calendriers d'évaluation prévus dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et s'agissant des organismes gestionnaires qui n'auraient pas conclu de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, le travail a consisté pour l'ARS à caler le calendrier de l'année d'évaluation avec l'année du diagnostic qui précède les négociations du CEPOM. Et ça va démontrer, ça sera présenté après, cette articulation qu'on souhaite vraiment mettre en place entre l'exercice de l'évaluation et les objectifs fixés dans le cadre d'un CEPOM. Et les résultats qu'on en tire, bien évidemment. Des arrêtés ont été publiés. Alors, je pense que ça fera partie des questions, mais nous sommes les premiers à le constater. Hein, la publication a été relativement tardive. Les consignes nationales nous demandaient de publier les arrêtés au recueil des actes administratifs le plus tôt possible au 1er octobre 2022. Vous comprendrez bien, en tout cas s'agissant des établissements et services relevant du champ de compétences ARS et ou partagés avec les conseils départementaux et la CEA, plus de 1500 structures, ce qui a demandé un travail assez conséquent. Et de fait, nous avons eu des arrêtés de programmation qui ont été étalés dans le temps et qui, au fur et à mesure qu'ils étaient co-signés avec les conseils départementaux, étaient déposés sur le site de l'ARS pour vous permettre de prendre connaissance de l'année de programmation, de l'évaluation de vos établissements et de vos services. Donc, nous avons eu 9 arrêtés partagés avec les conseils départementaux et la CEA, tel que je vous l'ai dit, et un arrêté régional qui reprend la programmation des évaluations des établissements et services médico-sociaux qui relèvent de la compétence exclusive de l'ARS. Ça représente, sur le secteur des personnes âgées, toujours sur compétences ARS et CD-CEA, 696 ESMS personnes âgées et plus de 650 ESMS personnes en situation de handicap programmées entre l'année 2023 et l'année 2027. Donc, en moyenne, ça fait à peu près 139 par an sur PA et 130 sur le secteur des personnes en situation de handicap. Les établissements et services médico-sociaux autorisés en 2008 et en 2009 ont fait l'objet d'un traitement dérogatoire avec un courrier spécifique qui les informait de la nécessité de procéder à leur évaluation au premier semestre 2023. Nous parlerons dans un second temps de la situation des SIAD et des SPASAD dont le sujet a déjà été abordé à l'occasion des échanges interactifs entre vous et nous. Donc, ces établissements autorisés en 2008 et en 2009 ne font pas partie de la programmation, mais ont bien été informés que leur évaluation devait avoir lieu au premier semestre 2023. Vous avez un lien qui sera utile pour vous, je l'espère, et qui rappelle en fait le chemin pour vous conduire vers le site de l'ARS, autour de la rubrique évaluation de la qualité des ESMS, avec notamment les programmations que je viens de vous exposer. Nous le savons pertinemment, c'est un nouvel exercice, même si nous sommes sur une certaine continuité. Hein, nous sommes toujours dans l'exercice de l'évaluation. On ne parle plus d'évaluation externe, ça a été dit en propos introductif. Malgré tout, nous sommes sur une continuité, mais avec une démarche qui change. On l'a vu tout à l'heure, la place de l'usager le démontre fortement.
De fait, nous avons décidé au niveau de l'ARS Grand Est de mettre en place une sorte de doctrine de dérogation à la programmation pour tenir compte des contraintes rencontrées par les établissements et les services médico-sociaux relevant de notre champ de compétences. De fait, il est possible de faire une demande de dérogation que nous avons cadrée, bien évidemment. Donc, ce cadrage est défini à partir de 5 critères. C'est d'une évidence absolue, mais ça va mieux en le disant. C'est bien évidemment l'indisponibilité éventuelle des organismes autorisés à conduire une évaluation au sein de vos établissements et de vos services. À ce jour, Madame Grimaldi l'a dit, et c'est effectivement mis à jour très régulièrement, puisque moi, le dernier chiffre que j'ai relevé sur le site de la HAS, c'est que pour toute la France, nous avons 109 structures qui sont autorisées pour réaliser ces évaluations. Le deuxième critère pour examiner une demande de dérogation, c'est-à-dire de décalage d'une évaluation d'une année sur une autre, c'est la contrainte de temps par rapport à une échéance très courte. Et là, nous pensons bien évidemment aux structures dont les autorisations ont été délivrées en 2008 et 2009, pour lesquelles elles ont été prévenues de façon, dans un délai assez court, que finalement, initialement, elles devaient en fait remettre leur évaluation au premier semestre 2023. La CNSA, et de toute façon, nous l'avions également envisagé, la CNSA a demandé en fait à l'ensemble des ARS de faire preuve d'une certaine souplesse pour examiner une éventuelle demande de dérogation et donc de décalage de ces évaluations de ces établissements. Ensuite, une autre dimension dont nous allons tenir compte dans l'examen d'une demande de dérogation, ça va être la dimension ressources humaines. À titre illustratif, nous savons pertinemment que nous avons sur la région Grand Est des établissements et des services avec une direction par intérim ou alors avec une équipe rapprochée trop limitée en nombre pour permettre en fait de conduire l'exercice de l'évaluation, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi un outil qui embarque en fait à la fois les usagers mais aussi les équipes des établissements et des services. Donc, nous tenons compte dans l'examen de ces dérogations de cette dimension RH. Enfin, non, pas enfin, puisqu'il y en a encore deux, le calage des évaluations des ESMS d'un seul et même gestionnaire. Alors, là, je vais me permettre un petit bémol, c'est-à-dire que nous pouvons avoir en fait des organismes gestionnaires qui vont nous demander finalement de regrouper l'exercice de l'évaluation de l'ensemble de ces établissements et services médico-sociaux. À l'inverse, nous pouvons avoir des organismes gestionnaires qui, pour conduire en fait l'évaluation dans de meilleures conditions, préféreront en fait étaler l'exercice de l'évaluation de son établissement ou de son service et de son service médico-social ou de ses services médico-sociaux sur plusieurs années. Donc, on a vraiment des demandes qui sont très variées. Donc, c'est l'examen en fait de l'ensemble de ces critères qui vont nous permettre de déterminer si nous sommes en mesure de pouvoir déroger ou pas à la programmation initialement fixée. Et dernier lieu, mais ça aurait pu être le deuxième, finalement, après l'indisponibilité des organismes autorisés à conduire des évaluations, c'est bien évidemment si un établissement ou un service est mobilisé en raison d'une inspection, en particulier d'une inspection sur site, alors c'est l'inspection qui primera sur l'exercice de l'évaluation. Pour deux raisons. Parce que vos équipes sont mobilisées fortement lors d'une inspection et également parce que l'exercice même de l'inspection pourra venir, l'exercice de l'évaluation pourra venir en articulation avec les conclusions qui ressortent en fait de l'inspection qui a été préalablement conduite. Donc, c'est une articulation avec ces deux exercices qui sont complètement différents, puisque voilà, l'inspection, on est dans l'exercice de la police administrative. Donc, c'est vraiment une démarche tout à fait distincte. Mais cela dit, il est intéressant malgré tout d'articuler, en cas d'inspection, les résultats de cette inspection avec une future démarche d'évaluation. Ensuite, nous l'avons abordé, la méthode. Alors, peut-être juste un chiffre, pardon.
Sur les dérogations, à ce stade, je peux vous donner un exemple sur le secteur des personnes âgées. Nous avons eu 98 demandes de dérogation, 94 ont été accordées. Alors, que sont devenues les 4? C'est qu'en fait, elles sont en cours de traitement. Donc, sur la programmation pluriannuelle sur le secteur PA, nous en sommes à 14%. C'est-à-dire que dans la programmation, 14% des évaluations programmées ont fait l'objet d'une dérogation parce qu'ils répondaient à un ou plusieurs critères que je viens de vous exposer. Sur le sujet du moratoire qui est attendu et qui effectivement a fait l'objet en fait de la part de plusieurs fédérations, notamment Mutualité Française, FEAP et FHF, il nous a été demandé qu'en était-il de ce moratoire pour les SIAD, SPASAD, SAD, dans le cadre de la réforme du service autonomie à domicile. Donc, en fait, ça rentre à ce stade dans la doctrine de dérogation que l'on applique aujourd'hui. Très prochainement, ça a été dit par la HAS, ce sera dans un cadre réglementaire cette fois-ci, puisqu'on attend également avec une certaine impatience le décret qui est annoncé pour fin juin, donc ça ne devrait plus tarder, et qui devrait prévoir l'annulation de l'obligation de transmission des évaluations avant le 30 juin 2023 pour les services autorisés en 2008 et en 2009. En tous les cas, nous, on accordait une dérogation lorsqu'elle était demandée, bien évidemment, et surtout le gel des évaluations des services d'ici 2025. Donc, nous restons prudents puisque le texte n'est pas encore paru, c'est ce qui est prévu et nous attendons donc confirmation. Et dès que nous aurons le décret, il sera bien évidemment diffusé. Concernant les prochains travaux de l'ARS, nous avons travaillé sur une programmation pluriannuelle jusqu'en 2027. Chaque année, il va s'agir en fait d'actualiser cette programmation au regard des dérogations que nous avons pu accorder et puis en fonction de futures dérogations qui pourraient être formulées de votre part. Nous allons également travailler à partir du second semestre sur les modalités de suivi de ces évaluations et surtout sur les modalités d'exploitation des évaluations. Nous l'avons compris, il y a un nombre de critères assez nombreux et ce que nous souhaiterions travailler, et avec vous d'ailleurs, c'est de pouvoir identifier un certain nombre de thématiques qui seraient partagées entre catégories de structures, par exemple, pour pouvoir en tirer les enseignements de ces évaluations et de voir quelles sont collectivement les éventuelles mesures correctives qui pourraient être en place ou un retour d'expérience ou un partage d'expérience qui permettrait justement de répondre à ces mesures correctives nécessaires. Alors, l'articulation, je crois qu'il me reste 2 minutes, je regarde, je fais vite, le maître du temps. Une articulation avec d'autres dispositifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Le focus sur la contractualisation. Dans le cadre de la contractualisation, il va s'agir de définir en fait des objectifs en adéquation avec les orientations nationales et en adéquation avec le PRS. Ces objectifs sont fixés au regard d'un diagnostic qui est conduit par l'organisme gestionnaire avec ses établissements et ses services. L'idée est de pouvoir articuler ce qui ressort en fait de cet autodiagnostic, enfin de ce diagnostic, pardon, et de ce qui va ressortir en fait de l'évaluation qui aura été réalisée au sein des structures de cet organisme gestionnaire. Donc, on en est aux prémices, évidemment, hein, puisque c'est la première année d'exercice de cette nouvelle réforme des évaluations. Mais en tous les cas, voilà, nous avons bien en tête que les 2 exercices doivent s'articuler à notre sens. Je passe vite. Hop. Et l'autre articulation envisagée, ça va être avec le tableau de bord de la performance, où on voit bien que certaines thématiques sont abordées à la fois sous l'angle de l'évaluation, mais également sous l'angle du tableau de bord de la performance, en particulier le pilotage de la démarche qualité et la formalisation et le suivi de la démarche qualité. Voilà, donc un petit schéma bien modeste pour clôturer ma présentation. Et ensuite, voilà, j'en ai terminé me concernant. Désolée si j'ai débordé un petit peu. Pas de souci. Merci beaucoup à vous d'avoir l'effort de compression en fin d'intervention.